bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Opi va faire exactement ce qui lui est demandé, en commençant à l'heure et en finissant à l'heure. L'histoire suivante est postée par Loveless Wolf 221. J'ai travaillé dans une entreprise automobile il y a environ 2 ou 3 ans en tant que standardiste dans l'équipe de nuit, en faisant des services de 12 heures. C'était plutôt bien, 4 jours de travail, 3 jours de repos, et le salaire était décent. Cependant, la plupart des gens ne prenaient pas leur travail au sérieux. Ils se faisaient porter pâle ou ne se présentaient pas du tout au travail, surtout les nuits où nous n'étions que 4. Si une personne ne se présentait pas, cela se ressentait. J'étais une employée vedette. Je me présentais tôt, je me connectais et je commençais à travailler généralement à partir de 6h30. Je ne prenais jamais de congé maladie, je changeais mes congés pour répondre aux besoins de l'entreprise et je faisais toutes les heures supplémentaires dont elle avait besoin. J'étais tellement dévoué à mon rôle que j'ai travaillé à plusieurs reprises de 18 à 24 heures parce que les gens ne se présentaient pas pour leur service et qu'ils avaient besoin d'être remplacés. C'était mon premier vrai travail et je croyais en cette entreprise. J'utilisais les trains pour me rendre au travail et en revenir. Je planifiais toujours mes itinéraires autant que possible pour éviter d'être en retard. Cependant, ce jour-là, le service était réduit en raison de panne. Beaucoup de trains avaient été réparés avec des pièces de mauvaise qualité et les roues collaient au rail lors du freinage, ce qui provoquait l'usure prématurée des roues à certains endroits. Beaucoup de trains étaient donc hors service. De plus, le train dans lequel je me trouvais a été arrêté pendant 15 à 20 minutes en raison d'un problème de signalisation, ce qui m'a valu d'être en retard. Je me suis présenté avec environ 10 minutes de retard pour le début de mon service. Avant même que je ne m'assoie, mon directeur m'a fait des reproches. Apparemment, il était furieux parce que j'avais empêché d'autres standardistes de rentrer chez eux, car quelqu'un avait dû travailler 10 minutes de plus pour me remplacer, car 2 personnes étaient malades et n'avaient pas pu venir. Je déteste être en retard. J'étais déjà énervé d'être en retard, mais mon directeur qui m'a pris la tête dès que j'ai franchi la porte, ça m'a encore plus irrité. Je lui ai répondu ce qui suit. Je m'excuse d'être en retard, mais combien de fois l'ai-je été ? Je me présente tous les jours 30 minutes avant le début de mon service. Je suis resté tard pour couvrir des heures de service, des jours avant que le train ait un problème et qui était hors de mon contrôle. J'étais coincé sous terre et je n'avais aucun moyen d'appeler ou d'envoyer un message pour vous prévenir. Mon directeur n'en avait rien à secouer et m'a répondu « Tu commences à 7h, tu finis à 7h. Tu es en avance sur ton temps libre, les fois où tu es resté plus longtemps, tu as été payé et personne ne te l'a demandé. » J'ai répondu « D'accord. » Mon collègue était parti, et un seul des gars du matin s'était présenté à son poste pour prendre la relève. Pendant qu'il s'asseyait, j'ai commencé à remballer mes affaires. À 7h pile, je suis parti. Comme j'ai l'habitude de donner un coup de main lorsque cela se produit, tout le monde a été surpris, et m'a demandé où j'allais. Ma seule réponse a été « Je commence à 7h et je finis à 7h. » C'était mon dernier service, et j'étais donc en congé pour les jours suivants. Lors de mon premier service de retour des vacances, mon directeur me convoque au bureau des ressources humaines. Il me demande pourquoi j'ai laissé seul un standardiste. J'ai regardé mon directeur et j'ai répété exactement les mêmes mots que ceux qui m'avaient été dits. Mon directeur m'a dit que je commençais à 7h et que je finissais à 7h. La gestionnaire des ressources humaines était furieuse. Elle avait déjà un problème de personnel à gérer, et en plus, l'une de ses employées les plus utiles s'est fait agresser par un directeur. Elle m'a dit de retourner à mon bureau et qu'elle devait parler au directeur en question. 20 minutes plus tard, le directeur est revenu, l'air absolument défait. Il ne m'a plus jamais parlé de mon retard. Eh bah tu m'étonnes que la dame des ressources humaines elle ait explosé le directeur. C'est la meilleure employée, elle arrive une demi-heure en avance à chaque fois, c'est pas rien, et à chaque fois qu'il y a besoin de couvrir quelqu'un parce que il est en retard ou parce qu'il est pas là, elle veut bien rester derrière, même si elle est payée pour. Elle veut bien rester derrière et faire en sorte que ça puisse tourner normalement. Cette employée-là, le jour où elle arrive avec 10 minutes de retard, tu te permets de lui prendre la tête. Et puis c'est pas elle est arrivée avec 10 minutes de retard parce que son réveil n'a pas sonné, c'est elle est arrivée avec 10 minutes de retard parce que son train était coincé. Je veux dire le train il est coincé, elle fait quoi ? Elle sort, elle pousse le train ? C'est arrêté, bah forcément elle est obligée d'attendre. Bien fait pour le directeur, c'est la seule chose qu'il y a à dire. L'histoire suivante est postée par Hans Lestar. J'étais barmaid, manageuse, dans un petit restaurant familial. Nous avions un client que j'appellerais Sam, c'est l'abréviation pour sac à bouse. Quoi qu'il en soit, c'était un type vraiment sympa. Il était toujours amusant de parler avec lui.
Il avait des histoires intéressantes, tout ce qu'il faut. Cependant, après environ 8 mois de fréquentation régulière, il m'a demandé de sortir avec lui. J'ai refusé, très poliment et gentiment. Et mon Dieu, t'aurais cru que j'avais menacé sa mère vu la façon dont il a réagi. À partir de ce moment-là, il s'est transformé en un énorme knard. Toujours en train de s'énerver, de se plaindre d'aliments qui ne lui posaient aucun problème auparavant, etc. Quelques mois plus tard, nous avons modifié notre menu et légèrement changé les prix. Notamment sa soupe préférée, le chili de Wapiti, coûtait 75 centimes de plus. Il est entré en trombe, s'est assis et a commandé un chili de Wapiti. Je lui ai dit « Bien sûr, je voulais juste m'assurer que vous étiez au courant de ce changement. » Il m'a répondu d'un ton cassant. « Vous me prenez pour un imbécile? Je sais lire !» Ok mon gars, comme tu veux. Alors il prend sa soupe, son repas, quelques bières et un verre d'un de nos bourbons de meilleure qualité. Je lui apporte l'addition et il s'énerve. « C'est plus qu'avant, vous ne m'avez jamais dit que ce serait plus. C'est de la fraude, je ne paierai pas ça, arrange ça. » Ok, je peux faire ça. Cependant, sur l'addition, je lui avais aussi facturé uniquement les bières au prix de l'happy hour, ce qui était nettement moins que nos prix habituels. L'happy hour s'était terminé avant même qu'il n'arrive. Je lui ai également facturé un bourbon de qualité inférieure de la même société. Veuillez noter que le propriétaire était d'accord avec cela, puisqu'il était techniquement un habitué et qu'il avait dépensé beaucoup d'argent dans cet établissement. J'ai donc arrangé son addition. Mais j'ai tout arrangé. La nouvelle addition était environ 15 $ de plus qu'avant. Il était tellement en colère qu'il ne savait plus où donner de la tête. Et j'ai pris le temps de lui montrer comment j'avais arrangé son addition. Après cela, il n'est plus jamais revenu les soirs où je travaillais. Je ne travaille plus là-bas, mais je me demande ce qu'il devient. C'est bien aimable de ta part de te demander ce qu'il devient. C'est le genre de personne qui mérite qu'une chose, se faire oublier. Et avant qu'on passe à la suite, pensez à laisser un like. L'histoire suivante est postée par Supprimé. Cela s'est passé il y a un certain temps. Mais comme je pense que cela aurait sa place ici, voici l'histoire. Les acteurs de l'histoire sont les suivants. Bob, patron à l'époque, vieux, incapable de suivre la technologie, mais qui travaillait dans l'entreprise depuis longtemps et qui est donc devenu mon patron. Hans, le héros de cette histoire, un ami d'école qui travaille dans la même entreprise, mais dans un département différent. Il m'a aidé à obtenir cet emploi 4 ans auparavant. Caroline, collègue de travail, qui n'est pas la plus intelligente, mais qui compense par son éthique de travail. Karl, collègue normal, qui travaille dans l'entreprise depuis environ 6 ans et qui s'occupe principalement des comptes des anciens clients. Il a une famille et est très occupé. Moi, un gars d'une vingtaine d'années, un peu geek, qui aime les ordinateurs. C'était une petite entreprise, et notre équipe de 3 personnes peut être décrite comme support technique pour nos clients. Mais ça allait un peu plus loin que ça. J'aidais généralement à mettre en place des bases de données, et je conseillais aussi les clients de temps en temps pour savoir s'ils avaient intérêt à améliorer leur forfait, etc. Comme d'habitude avec le support technique, nous recevions des tickets de la part des clients, et nous les traitions un par un. J'aimais les problèmes difficiles, et j'essayais généralement d'y travailler dur. Et il se trouve que Caroline aimait les problèmes plus classiques, et préférait faire quelque chose qu'elle connaissait déjà, plutôt que quelque chose de nouveau chaque jour. Il n'y a rien de mal à cela. Comme vous pouvez l'imaginer, nous formions une bonne équipe, et nous avions ce genre d'accord tacite pour savoir qui prenait quel ticket. Gagnant, 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 gagnant. Moi, Caroline, l'entreprise et le client. Jusqu'à ce que nous ayons un nouveau patron, Bob. Il a immédiatement remarqué que je travaillais sur beaucoup moins de tickets que Caroline. J'ai essayé de lui expliquer que chaque ticket n'était pas la même charge de travail. Mais comme il n'est pas très calé en technologie et qu'il ne comprenait pas la moitié des choses que je faisais, il n'a pas compris. De plus, environ 1 mois plus tard, nous avons eu un nouveau client très important, et j'ai passé 1 semaine sur place à mettre en place toutes les bases de données et autres choses dont ils avaient besoin. Cela a fait baisser encore plus mon nombre de tickets par mois. Si Bob avait eu la moitié d'un neurone, il aurait pu comprendre pourquoi. Il a dit que nous avions besoin de plus d'aide dans l'équipe, et qu'il avait reçu l'autorisation d'embaucher un 4e membre pour notre équipe. J'étais enthousiaste, comme nous tous. Nous avions cet énorme nouveau client, et les choses ne marchaient pas encore très bien. Et de toute façon, notre entreprise se développait rapidement. Alors, c'était vraiment logique. Il m'a demandé de m'occuper du processus de recrutement et d'intégrer le nouveau collaborateur, ce que j'ai fait avec plaisir. Il s'est peut-être rendu compte qu'il n'avait pas la moindre idée de ce que nous faisions. Le soir même, Hans m'appelle, ce qui est bizarre parce que Hans n'appelle pas. Il envoie des textos. Et il m'a dit en gros « Tu devrais venir chez moi demain, j'ai quelques bières à boire ».
Le lendemain, j'arrive donc chez Hans et nous parlons de choses normales. Nous nous voyons peut-être une fois par mois et nous avons un grand groupe d'amis communs. Mais cette fois-ci, il n'y avait que lui et moi pour boire des bières. Pas d'autres amis dans les parages. Après quelques bières, il a mentionné qu'il venait de mettre à jour son CV la veille et que tout le monde devrait toujours avoir un CV à jour à portée de main. Il m'a demandé « As-tu un CV à jour ?» J'ai trouvé cette question bizarre et j'avais une idée de la direction que cela prenait. Alors j'ai répondu « Non, mais devrais-je le faire ? Il y a quelque chose que tu sais et que tu veux me dire ?» Je dis simplement que tout le monde devrait avoir un CV prêt, mais je ne pourrais pas te dire si Bob pense à te licencier, et je ne pourrais pas non plus te dire si Bob ne pense pas à te licencier. Je l'ai remercié pour les bières et je suis parti peu de temps après. Je sais donc que je vais être licencié et j'ai le soupçon que Bob vient de me demander d'embaucher mon propre remplaçant et de le former à mon travail pour qu'il puisse le prendre. C'est là qu'intervient enfin la douce obéissance malicieuse. Je me dédie entièrement à l'embauche d'un 4e membre de l'équipe et je choisis aussi celui qui est le mieux adapté à ce que Bob veut, des chiffres de résolution de tickets élevés. Je pense donc à une personne pas très intelligente, avec une attitude négligée, qui ne se soucie pas de savoir si le client est satisfait. Après tout, la satisfaction du client n'était pas importante pour Bob lorsqu'il parlait du nombre de tickets. Je m'y mets tout de suite. Beaucoup de gens postulent, certains sont bons, mais je les élimine très rapidement. Les CV avec beaucoup de fautes d'orthographe et peu d'expérience dans le secteur sont ceux que j'invite à un entretien. L'étape de l'entretien est plus délicate, parce que maintenant, Bob et quelqu'un des RH sont assis avec moi. Mais je continue à poser la plupart des questions et à donner mon avis sur les candidats. Mais parce que j'ai déjà éliminé les bons, quand Bob prend une décision, il choisit juste le meilleur du pire. À mon avis, même pas le meilleur, parce qu'un candidat était en fait assez bon, mais je lui ai posé des questions stupides qui n'avaient même pas de sens. Et quand il n'a pas pu y répondre, je l'ai fait passer pour un mauvais candidat. Désolé John. Je conseille un candidat qu'il finit par choisir parce qu'il travaillera très vite et fera beaucoup de tickets. À ce moment-là, j'ai un autre emploi prévu dans 4 mois, mais je voulais me faire virer par Bob pour obtenir une bonne indemnité de départ. Après 2 mois de formation de M, le nouveau, je lui ai juste montré comment faire les tickets de base, qu'il peut faire assez bien et rapidement, mais qu'il fait avec beaucoup d'erreurs, et j'ai laissé les tickets les plus difficiles s'accumuler lentement. Karl s'en aperçoit, et comme il sera le seul après mon licenciement à pouvoir s'en occuper, je le mets au courant de ce que je fais. Comme par hasard, il venait de recevoir une offre d'une autre entreprise, et comme il n'aimait pas non plus Bob, il avait déjà décidé d'accepter l'offre. Mais il m'a dit qu'il pouvait attendre quelques semaines et la faire coïncider avec mon licenciement pour un résultat le plus destructif possible. Une semaine plus tard, Bob me dit malheureusement qu'il doit me licencier parce que mes chiffres ne se sont pas améliorés. Il a en fait utilisé contre moi le fait que je n'avais pas fait autant de tickets pendant que je formais le nouveau. À quel point peux-tu être stupide, Bob ? C'était le jour que j'attendais, et j'ai remercié Bob en lui rappelant les 4 mois d'indemnité de départ qui m'étaient dus, ainsi que les 2 mois de vacances que je n'avais pas pris et que j'avais reportés, et que j'avais maintenant le droit de me faire payer. En partant, je raconte à Karl ce qui vient de se passer, et il ouvre son tiroir avec le préavis de 2 semaines signé et entre dans le bureau de Bob. Aïe, ça doit faire mal pour le patron, ça. Ma petite amie avait encore des vacances, et nous avons décidé de partir pour 4 semaines de vacances en Nouvelle-Zélande la semaine suivante. C'est là que je l'ai demandé en mariage. Comme le dit le dicton, dépense 1/4 de ton indemnité de licenciement pour la bague de fiançailles. J'ai commencé mon nouveau travail 1 mois après mon retour de Nouvelle-Zélande, et j'ai même eu une belle augmentation de salaire et un bon patron. J'ai pris soin de remercier Hans encore une fois, et il m'a tenu au courant de la façon dont mon ancien département s'est effondré très rapidement. Et Bob a été licencié quelque temps plus tard. Lorsque cela s'est produit, on m'a proposé de prendre son poste, mais j'ai refusé. Mais cela aurait été un gros dans ta face pour lui. Environ 5 ans plus tard, l'année dernière, j'ai créé une entreprise avec Hans qui fait à peu près la même chose, mais dans une autre ville, et jusqu'à présent, ça marche très bien. Bah bien joué Hopi, et effectivement tu peux être très reconnaissant envers Hans qui t'a prévenu, et tu peux être reconnaissant envers Karl aussi, puisque du coup ça a fait que cette petite obéissance malicieuse s'est transformée en une magnifique vengeance. Avec à la clé un département qui coule, et un patron qui se fait virer. On se demande bien pourquoi les départements se mettent à couler quand tu mets à leur tête quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire. L'histoire suivante est postée par Ashika21. Alors, un peu d'histoire.
le patron de mon petit ami, est un peu neuneux, mais malheureusement, c'est aussi son oncle. Mon petit ami travaille dans l'informatique. Il s'occupe de beaucoup de plaintes concernant les serveurs et les problèmes informatiques en général. Ces 3 dernières années, il a fait des heures supplémentaires gratuitement. Il est difficile de dire non à la famille. Il répond à son téléphone personnel et doit parcourir de longues distances pour résoudre les problèmes que rencontrent les clients, parfois à 10 heures du soir. Récemment, nous avons essayé d'économiser de l'argent pour faire notre vie ensemble. Mon petit ami a donc décidé de demander au patron, son oncle, afin d'être payé pour toutes les heures supplémentaires qu'il fera à partir de maintenant. Le patron est furieux. Il déclare qu'il ne paiera pas à mon petit ami l'argent des heures supplémentaires, et qu'il ne devrait pas demander à nouveau, et qu'il devrait être reconnaissant pour le travail qu'il a. Il conclut en disant qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires dans cette entreprise. Vous voyez d'où vient l'obéissance malicieuse ? Alors, mon petit ami ne répond plus à aucun appel après 17h ou avant 8h. Le patron doit maintenant prendre tous ses appels et parcourir lui-même les distances absurdes. Petit ami est convoqué et on lui demande pourquoi il ne décroche pas son téléphone, parce que les clients s'énervent vraiment contre lui. La réponse de petit ami: je suis désolé, mais tu as dit que les heures supplémentaires n'existaient pas. J'ai jamais été aussi fier. Eh ben tu m'étonnes, tu peux être complètement fier de lui, à 100%. Ça a beau être sa famille, il lui a dit non, et c'est pas simple du tout. L'histoire suivante est postée par Alabastre. Je vivais avec ma copine et un colocataire, et nous avons partagé le coût de chaque facture de manière égale, même si chaque facture était au nom d'une seule personne. Enfin, c'était l'idée. Mais j'ai naïvement aidé ma copine à payer sa partie des factures. C'est-à-dire que j'ai payé complètement la plupart d'entre elles. Le loyer était à mon nom, l'électricité à celui de ma copine, etc. Eh bien, j'ai fini par en avoir assez de ces bêtises. Disputes, gerbilles malodorantes, absence de tâches ménagères. Et nous avons rompu. C'était moche. Elle a mis du temps à déménager, s'arrangeant pour gratter chaque centime qu'elle pouvait avant de partir. Quand elle est partie, j'ai immédiatement ouvert un nouveau compte d'électricité à mon nom. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de confirmation par la poste, mais aussi la facture d'électricité des 3 derniers mois où mon ex vivait avec nous. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Nous ne pouvions même pas la payer si nous le voulions, car la facture était à son nom. Je lui ai envoyé un message. Yo, t'as reçu la facture d'électricité par la poste. Elle s'élève à 120$, alors viens chercher 40$ pour chacun d'entre nous. Où sont les 40 autres dollars ? On était d'accord pour que je ne paie plus les factures après mon déménagement. Comme si elle le faisait avant. Tu vivais encore ici pendant la durée de la facture. C'est des bêtises, je ne vais rien payer du tout. Nous avions un accord. Eh bien, tu peux venir chercher notre part, ou tu peux la payer toute seule. De mon point de vue, tu peux soit apporter les 120$ chez moi, soit t'amuser dans le noir, lol. Tu m'as bien eu. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle ne sait pas que j'ai ouvert mon propre compte auprès du fournisseur d'électricité. Elle pensait qu'en refusant de payer, le fournisseur nous couperait l'électricité. Une bonne façon de nous soutirer 40$ de plus, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une autre lettre de la compagnie d'électricité portant son nom. Il s'agissait probablement d'un avertissement de retard de paiement. Je lui ai envoyé un texto pour le lui dire, et elle m'a répondu « Lol, pourquoi es-tu si désespéré de me parler ? Tu sais ce que tu as à faire ?» Smiley sourire. Une autre lettre est arrivée pour elle. Cette fois-ci, il s'agissait probablement de frais de retard. C'est une supposition parce que je les ai jamais ouvertes. Je lui ai envoyé un message et elle m'a dit « Je croyais d'avoir dit de ne plus jamais me parler !» Comme vous voulez, madame. D'autres lettres sont arrivées, mais d'une nouvelle adresse. J'ai cherché sur Google l'adresse du nouvel expéditeur et j'ai découvert qu'il s'agissait d'agent de recouvrement. C'est effrayant. C'est dommage que je n'ai pas pu lui dire un mot. Environ 2 ou 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de mon ex et j'ai été accueilli par « C'est quoi ce bordel ? Des gens appellent la maison de mes parents, j'ai tous les frais de retard, bah, agent de recouvrement !» Je lui ai dit que si elle voulait notre part de la facture, elle savait quoi faire. Réalisant qu'elle n'avait pas d'autre choix, elle a cédé et est venue chercher l'argent. Mon colocataire et moi ne lui avons pas donné 1 centime pour les frais de retard, et j'ai probablement eu l'air horriblement content de moi en lui donnant mon argent pour la dernière fois. Je pense qu'un des meilleurs souvenirs que t'auras de cette relation, c'est la tête qu'elle devait tirer quand elle est venue récupérer l'argent. L'histoire suivante est postée par ACFF. Un peu de contexte. J'étais un dépanneur général pour mon entreprise. Je réglais des problèmes divers et variés donc. Mon travail impliquait de nombreux déplacements chez les différents clients que nous avions. Ma zone de travail est l'Ontario, au Canada, où je suis basé, et certains des États voisins des États-Unis,
New York, Massachusetts, Vermont, Pennsylvanie. Je faisais la plupart de mes déplacements en voiture, car mon emploi du temps peut changer assez rapidement, et l'avion peut vite devenir très coûteux. J'avais un collègue qui est techniquement mon subordonné, mais nous avons une très bonne relation de travail, et nous gérions souvent les appels indépendamment l'un de l'autre. On prenait des nouvelles par téléphone une fois par semaine, et en personne une fois par mois, lorsque c'est nécessaire. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai reçu un mail m'appelant au siège social à New York pour une réunion avec le PDG et le conseil d'administration concernant mon poste. Je vérifie auprès de mon collègue et il a reçu le même mail. Nous planifions donc notre voyage et nous nous retrouvons à New York la semaine suivante. Nous dînons ensemble la veille de la réunion et pas moyen de deviner le sujet de la réunion. Il est rare d'être convoqué au siège social et encore plus rare que les choses soient aussi vagues. Lors de la réunion du lendemain, on nous informe que l'entreprise divise notre département entre les États-Unis et le Canada, et qu'une nouvelle personne s'occupera des clients américains tandis que nous devrons nous limiter au Canada. Mon collègue et moi avons été un peu choqués par cette nouvelle, car aucun de nous n'avait entendu parler de ça. J'ai demandé qui était la nouvelle personne pour les États-Unis, et nous avons alors appris qu'il s'agissait d'une nouvelle recrue à laquelle le PDG avait porté un intérêt particulier. Essayant de faire preuve de bonne volonté, j'ai proposé de former la nouvelle personne. Il y a de nombreuses réalités du travail qui ne figurent pas dans la description du poste. Le PDG a accepté et a fait entrer la nouvelle recrue. Une jeune femme d'environ 23 ans arrive, avec l'air de tout savoir. Elle s'assoit à la table et fait immédiatement comprendre qu'elle ne veut rien avoir à faire avec nous. Dans la conversation suivante, le PDG, c'est Bob, la nouvelle recrue, c'est Karen, et mon collègue, c'est Jim. Bienvenue Karen, nous venons d'informer Opie et Jim du changement de structure, et ils sont prêts à t'apporter le soutien dont tu as besoin pour démarrer. Karen et Bob me regardent tous les deux. Heureux que tu sois à bord, Karen, et je pense que Jim et moi avons beaucoup d'expérience à partager avec toi, et nous sommes heureux de le faire. Peut-être serait-il préférable de le faire dans une réunion séparée, pour ne pas prendre le temps du conseil. Merci à tous. J'ai beaucoup d'idées sur la façon dont je peux moderniser notre département et sur les nouvelles politiques que je peux mettre en place, qui devraient permettre à l'entreprise d'économiser beaucoup d'argent en dépenses. Je suis très confus à ce stade. Karen parle comme si c'était ma supérieure, et ce n'est pas du tout ce dont Bob nous a parlé. Je vois certains membres du conseil d'administration jeter des regards interrogateurs à ce sujet. Bob, j'ai peut-être mal compris les nouveaux rôles. Peux-tu clarifier les choses ? Bien sûr, Karen est la nouvelle responsable de ton service, et toi et Jim êtes sous ses ordres. Ce n'est pas ce dont nous avons discuté ou que nous avons approuvé en tant que conseil. Nous n'étions pas tout à fait convaincus de la nécessité de diviser le département, mais cela va totalement à l'encontre de ce dont nous avons discuté. De quoi avez-vous discuté alors ? Que votre département serait divisé entre les États-Unis et le Canada. Opie et Jim resteraient au nord de la frontière, et que vous vous occuperiez des États-Unis. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit, mais je peux faire avec. Tant que ces deux-là restent hors de mon chemin, indiquant Jim et moi. Jim et moi sommes choqués et insultés qu'on nous parle ainsi. Nous sommes tous les deux très bons dans notre travail, et avant aujourd'hui, nous n'avions jamais vu cette femme de notre vie. C'est réglé. Opie, à partir de maintenant, Jim et toi n'avez plus rien à faire avec Karen. N'intervenez pas du tout dans son travail. Vous devez tous les deux vous limiter à travailler au Canada seulement. Sur ce, il a mis fin à la réunion et a quitté la pièce, Karen le suivant de près. Jim et moi sommes restés stupéfaits pendant un moment, et certains membres du conseil sont venus nous voir pour nous exprimer leur choc et leur sympathie. J'ai eu assez de présence d'esprit pour demander si nous allions recevoir une directive écrite de ce changement, et on m'a assuré que ce serait le cas. En effet, Jim et moi avons reçu des mails concernant la nouvelle directive de Bob à la fin de la journée. Après avoir envoyé un mail à tous nos clients américains pour les informer du changement et leur donner les coordonnées de Karen, Jim et moi sommes rentrés à Toronto, et nous nous sommes réorganisés pour ne travailler qu'en Ontario. Cela nous a permis de réduire considérablement nos déplacements et de respirer un peu plus. En l'espace d'une semaine, j'ai reçu des plaintes de nos clients basés aux États-Unis qui reprochaient à Karen de ne pas répondre à leurs mails et de manquer leur rendez-vous. J'ai transmis ces mails à Karen et j'ai mis en copie tout le conseil d'administration, y compris Bob. Une semaine plus tard, je reçois un appel téléphonique de Karen qui a l'air affolée mais qui ne veut pas admettre qu'elle a besoin d'aide. Elle engage une conversation agréable, puis me demande comment je gérerais un type particulier de situation. Je lui dis que je ne suis vraiment pas intéressé à discuter de son travail, car cela pourrait être perçu comme une ingérence dans son travail. Plus tard dans la soirée, Jim m'appelle pour me dire qu'il a eu la même conversation avec Karen et qu'il l'a gérée de la même façon. À la fin du mois, Bob m'appelle pour me demander si je vais reprendre tout le service. Je lui réponds poliment que non, car je ne veux pas interférer avec Karen et son rôle. Pendant les 3 mois suivants,
Je reçois des mails et des appels téléphoniques de clients américains qui me demandent si je peux redevenir leur contact. Cela confirme une idée qui me trottait dans la tête. Jim et moi avions en fait augmenté notre clientèle en Ontario, depuis que nous nous étions limités à cette région. Un jour, j'ai déjeuné avec Jim et je lui ai demandé s'il voulait s'associer à moi pour créer notre propre société de conseil. Nous ne pouvions pas offrir tout ce que notre entreprise actuelle offrait, mais nous pouvions fournir un haut degré de professionnalisme dans notre domaine spécifique, et il semblait que nous avions une base de clientèle toute prête. À la fin du déjeuner, il était d'accord, et nous avons entamé les démarches nécessaires pour nous lancer. Dès que nous avons été prêts, nous avons tous les deux présenté notre démission en expliquant pourquoi. Les prochaines fois que des clients nous ont contactés, nous leur avons dit que nous ne travaillions plus pour l'entreprise. Lorsqu'ils nous ont demandé si nous travaillions toujours sur le terrain, nous leur avons dit que nous avions créé notre propre entreprise et quels services nous proposions. Un mois plus tard, 60% de nos clients américains nous rejoignaient, et comme l'ancienne entreprise n'avait aucun soutien au Canada, nous avions 80% des clients canadiens. En 2 mois, nous avions 80% des clients américains et 90% des clients canadiens. Au cours de l'année qui s'est écoulée depuis, notre nouvelle entreprise s'est suffisamment développée pour que nous embauchions 7 nouveaux consultants. Jim et moi nous retrouvons à faire plus de travail de bureau que de travail sur la route, et à faire la cour aux clients. Notre ancienne entreprise a dû cesser d'offrir des services de dépannage en personne, ce que faisait notre service, et Bob a été congédié par le conseil d'administration. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Karen. À mon avis, elle a dû être virée aussi, et franchement, c'est tout ce qu'elle mérite, et Bob pareil. L'histoire suivante est postée par Sam Unseen. En septembre dernier, ma femme avait prévu un merveilleux cadeau de fête des pères pour moi. La fête des pères a lieu en septembre en Australie. Ce devait être ma toute première fête des pères en tant que nouveau papa. Pour marquer l'occasion, ma femme s'était arrangée pour faire graver au laser le visage de notre fille sur un dog tag. Cependant, la veille de la fête des pères, elle a reçu l'article, et il était, disons, de qualité inférieure. Alors, elle est venue me voir et m'a montré mon cadeau, plutôt que prévu. Et pour ceux qui font qu'écouter et qui ne regardent pas, on a droit à un médaillon avec une tête de bébé, jusque-là tout va bien. Sauf qu'il y a aucune couleur, du coup le bébé il a genre les yeux blancs fantomatiques, on dirait presque un bébé zombie, et le bas du visage est pas fini d'imprimer, imaginez des lignes d'un écran cassé presque. J'ai déjà eu affaire à des commerçants pourris, et je me suis souvenu qu'il faut toujours être prêt lorsqu'on constate la qualité d'un bien ou d'un service. J'ai donc réglé mon téléphone sur enregistrement audio, et j'ai abordé le vendeur. J'ai expliqué que ma femme était contrariée par la qualité de la gravure. À juste titre. J'ai demandé un remboursement et je me suis immédiatement heurté à une résistance. Pour commencer, ils ont blâmé la qualité de la photo que nous avions fournie. Puis, lorsque j'ai contesté cela, ils ont dit que la gravure au laser ne faisait pas très bien la profondeur et que certains visages peuvent se retrouver avec des ombres manquantes. Fin de la conversation. Ils ont refusé un remboursement et menacé d'appeler la sécurité si je ne partais pas. Le magasin de gravure est situé dans un centre commercial dans lequel il se trouve que je travaille. Ma femme et moi sommes partis. Nous avons tout de suite laissé un avis peu élogieux sur leur page Google. Ils nous ont accusés d'être de mauvaise foi et nous ont menacés de violence. Notre avis n'était pas le seul à avoir reçu ce genre de réponse de leur part. Ils nous ont informé que l'affaire a été transmise à la police locale et qu'une ordonnance restrictive avait été demandée. Nous avons immédiatement appelé tous les postes de police locaux et nous avons été ravis d'apprendre qu'ils n'avaient jamais entendu parler de l'entreprise en question. Après réflexion, et en tant que tête de mule que je suis, j'ai décidé d'aller de l'avant. J'ai décidé de porter l'affaire devant le tribunal local des petites créances. Un mois environ s'est écoulé, et notre date de passage au tribunal est arrivée. Honnêtement, nous ne nous attendions pas à ce que le graveur se présente. Mais voilà, il était là. Dans un tribunal des créances civiles, en pantalon camouflage et en sweat à capuche. Nous nous sommes retrouvés dans une salle avec un médiateur, qui nous a dit qu'il ne valait peut-être pas la peine de demander un remboursement de 40$ à quelqu'un qui, en gros, est une tête de nœud. Elle nous a prévenu que cela pourrait finir par coûter plus cher que le service au départ. Mais comme je l'ai déjà dit, je suis une tête de mule. Nous avons donc continué, choisissant d'aller à l'audience. C'est alors que nous avons entendu de merveilleuses nouvelles de la part du graveur. « Oh, je suis pas prêt à aller à l'audience aujourd'hui, je n'ai aucune de mes preuves. Ding 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 !» Nous sommes allés à l'audience ce jour-là. Le juge a tranché en notre faveur et a émis un avis de paiement. L'entreprise devait nous payer 40$ dans les 2 semaines. Pas de paiement, pas de surprise. Pendant ce temps, j'avais communiqué par mail avec le titulaire du bail du graveur. Ce dernier, en réponse à ma plainte et à bien d'autres, a décidé de résilier le bail.
mettant ainsi le graveur à la porte du centre commercial. Pendant que le graveur organisait un nouveau lieu pour son commerce, j'avais rempli une requête pour une ordonnance de saisie immobilière. Ce qui signifie que le shérif local a pu entrer dans ses locaux et le soulager de la marchandise à hauteur de la valeur du remboursement, plus les frais de justice. Ce qui fait maintenant un total de 139 $. J'ai informé le graveur. Je lui ai demandé s'il voulait régler le problème comme une personne raisonnable ou avoir le shérif qui lui rend visite. Il n'était pas une personne raisonnable. Je lui envoie donc par SMS, juste pour que vous sachiez. Vous nous devez maintenant 139 $ parce que vous n'avez pas payé à temps votre condamnation initiale. Vous voulez régler ce problème comme une personne civilisée, ou bien préférez-vous que j'envoie le shérif à votre nouveau magasin pour saisir certains articles afin de couvrir ce que vous me devez ? Ce à quoi il m'a répondu « Tu peux toujours essayer mec, c'est pas comme ça que la loi marche !» Smiley sourire. Une fois l'ordonnance délivrée, les frais sont passés à 225 $. Il ne me restait plus qu'à attendre. Et j'ai attendu. Jusqu'au 13 mars de cette année, lorsque le shérif s'est finalement présenté dans les nouveaux locaux du graveur. Un ultimatum lui a été proposé. Payer les frais ou se faire saisir la marchandise. Mesdames et messieurs, nous l'avons eu. L'homme a payé. Il s'est entêté pendant plus de 6 mois pour un remboursement de 40 $, il a dû payer 225 $ plus 5 $ d'intérêt. Alors, 230 $, c'est pas une somme énorme, mais à la place des 40 $, ça fait quand même qu'il a payé 550% de plus presque. Fait mal au portefeuille. L'histoire suivante est postée par Sturz. J'habite dans un lotissement relié à une route principale. La route qui sort du lotissement est équipée d'un feu tricolore. Le matin, presque tout le monde doit tourner à gauche pour aller travailler. Même si tu veux tourner à droite, tu es tout simplement bloqué parce qu'il n'y a qu'une voie. Pour aggraver le problème, le feu n'est pas vert plus de 5 secondes. Nous pouvons peut-être faire sortir légalement 4 à 5 voitures, puis il faut attendre encore 3 à 4 minutes avant que le feu ne passe au vert. Comme vous pouvez l'imaginer, cela pousse les gens à griller le feu, à contourner quelqu'un qu'ils jugeaient pas assez réactif, etc. C'est un rassemblement d'idiots en voiture, moi y compris. Si tu arrives au feu et que tu vois que tu as 15 voitures devant toi, tu sais que tu viens d'ajouter 10 minutes à ton trajet, simplement en essayant de sortir de ton lotissement. En raison de notre comportement imprudent au volant, la police a fait savoir à notre association de propriétaires, AP, que nous devions cesser de conduire comme des imbéciles. Une voiture de police a été garée près de notre lotissement tous les matins pendant 1 semaine, pour nous inciter à nous comporter de la meilleure façon possible. Notre conseil d'administration a essayé de travailler avec la ville pour allonger la durée du feu, mais en vain. C'est alors qu'un héros est apparu. Nous recevons un mail via le groupe de l'AP de la part d'une personne anonyme. Il a exposé le plan pour une obéissance malicieuse. Il y a un feu de passage piéton à l'intersection mentionnée plus haut, qui n'est pratiquement pas utilisé. Depuis 10 ans que j'y habite, je ne l'ai jamais vu utilisé. Il n'y a tout simplement pas de circulation piétonne. Le héros du lotissement a conçu un plan pour utiliser ce passage piéton à notre avantage. En gros, une personne dans sa voiture n'a qu'à s'approcher, appuyer sur le bouton pour traverser et retourner en courant à sa voiture. Lorsque le feu s'allume, nous disposons maintenant de 30 secondes environ pour réduire l'embouteillage. Tout le monde participe et c'est hilarant. Ma fille aînée a pu le faire l'autre jour, et les autres voitures de la file d'attente baissaient leurs vitres pour l'encourager. C'est probablement la meilleure expérience possible pour créer des liens entre voisins. Je suis sûr que notre feu plus long est en train de bousiller quelque chose plus loin dans la circulation, mais aucun d'entre nous ne s'en soucie vraiment. Nous nous comportons maintenant de la meilleure façon possible, puisque nous avons environ 5 fois plus de temps pour passer le feu. Moi j'imagine la scène avec l'enfant qui court appuyer sur le bouton et tous les automobilistes qui sont en train d'applaudir et de crier à leur fenêtre pour l'encourager. C'est très rigolo. L'histoire suivante est postée par Ash Conway. Cette histoire vient de Melbourne, en Australie, où les lois sur l'alcool sont assez strictes. Nous avions un pub local près du travail, qui offrait des vins et des bières à 5 $ pendant l'happy hour. C'était un peu un bouge, un endroit sale, mais ça ne nous dérangeait pas. 3 d'entre nous y allaient régulièrement tous les vendredis pour se détendre. Nous payions généralement des tournées les uns pour les autres, donc 3 à la fois, ou peut-être juste un chacun si nous ne voulions pas en reprendre. Comme nous vivions dans un monde moderne, nous payions par carte et tapions simplement notre carte sur la petite machine. C'est simple, facile.
Une semaine, j'arrive au pub avant les autres, alors je vais commander un vin pour moi et réserver une belle table au soleil. Au moment de payer, le barman m'a informé de la nouvelle règle du gérant. Pour payer par carte, il faut désormais un minimum de 20$. Pour l'argent liquide, un nouveau distributeur avait été installé dans le coin, qui ne donne que des billets de vin et facture 3,50$ par retrait, dont le bar reçoit une bonne part. Je sais que chaque transaction électronique coûte de l'argent, et qu'il n'est pas rare que les petits cafés demandent un minimum de 5$ pour couvrir ses frais. Mais 20$, c'est scandaleux, surtout dans un bar où toutes les boissons sont très bon marché. Cela ne couvrirait même pas une tournée habituelle pour nous trois. Le barman a dû hausser les épaules et insister sur le fait que c'était la nouvelle règle du gérant. J'ai essayé de m'y opposer, car je ne voulais qu'un seul verre. Le gérant est sorti et m'a fermement répété que je devais soit acheter 80, soit aller chercher de l'argent au distributeur. Mais je refuse de dépenser de l'argent pour avoir accès à mon propre argent. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Je commande donc 80. Or, je suis une femme menue. Il n'en faut pas trop pour que je sois pompette. J'ai payé par carte, et je me suis assise au bar vide, et j'ai englouti ces 4 verres dans le même laps de temps qu'il m'en faut pour en boire un d'habitude. Lorsque j'ai eu terminé, mes amis n'étaient toujours pas là. J'ai demandé au barman un autre verre de vin. Le gérant était lui aussi encore là, en train de nettoyer les verres. Il m'a répété ce qu'on lui avait dit de dire auparavant. Il y a un minimum de 20$, alors... J'ai commandé 4 vins supplémentaires. Le gérant avait l'air content que son système fonctionne. Il était assez suffisant à propos de tout cela, et ne voulait pas bouger sur la demande d'un client. Avant de payer ma deuxième tournée de 4 verres avec ma carte, j'ai posé au barman, à portée de voix du gérant, une question assez simple. Vous avez tous les deux votre licence, n'est-ce pas ? Tous les barman et propriétaires de bars doivent posséder une licence de service responsable de l'alcool, obtenue auprès de la Commission des alcools et jeux d'argent de l'État. Il s'agit d'une industrie très réglementée, et d'une licence très strictement appliquée. Des officiers en civil essaieront d'attraper les barman qui ne portent pas leur licence sur eux lorsqu'ils servent des verres. Et ils s'assiéront dans les bars pour observer les comportements irresponsables, comme le fait de servir sciemment de l'alcool à un client en état d'ébriété. Je ne suis pas quelqu'un qui a une quelconque autorité juridique, mais je connais suffisamment de personnes dans le secteur des barmen et des casinos pour être au courant des lois. Bien sûr, pourquoi ? Demande le barman. Il s'attendait probablement à ce que je sorte un badge, mais je ne suis qu'un client qui voulait un verre de vin. Je lui ai expliqué qu'il semblait assez irresponsable de servir une petite femme 4 verres simultanément, alors que je n'en demandais qu'un. Il semble que, par le manque d'attention du bar, je sois devenu assez ivre, et maintenant vous êtes sur le point de servir joyeusement mon deuxième achat de 4 boissons, sachant très bien que je suis ici seul. 8 verres en moins d'1 heure ? Cela semble-t-il raisonnable ? L'air suffisant du gérant s'est rapidement transformé en colère. « Je crois que vous avez assez bu. » « Non, vous en avez déjà versé 4 de plus. Tenez, prenez ma carte. Allez-y, je ne peux pas laisser tout ce vin se perdre. Je veux dire, je n'en voulais qu'un, mais si je dois en prendre 4. » Le barman était très confus et un peu inquiet. Perdre leur licence signifierait perdre son emploi. Le gérant a refusé de me servir ma commande et a versé avec colère 4 verres de vin dans l'évier. Une perte bien plus importante que les petits frais de transaction électronique qui auraient accompagné ma commande de vin de base. J'étais triste de voir le vin partir dans l'évier, mais j'étais heureuse de leur dire que je l'ai dénoncé à la commission de l'État pour violation de leur licence. C'est un geste mesquin, mais le gérant a choisi la cupidité plutôt que le service à la clientèle, et il a obtenu ce qu'il méritait. J'ai téléchargé le formulaire de plainte en ligne et j'ai commencé à le remplir au bar, alors que mon corps ressentait l'effet de 80 bu coup sur coup. Je gloussais tout en le faisant, et j'avais du mal à m'exprimer en demandant le nom du gérant et la date d'aujourd'hui. Le barman s'est excusé, et sachant que rien de tout cela n'est de sa faute, je l'ai heureusement tenu à l'écart du formulaire. Lorsque mes amis sont arrivés, j'étais assez ivre. Après avoir raconté mon histoire, nous avons décidé d'aller ailleurs et nous n'y sommes jamais retournés. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la plainte, probablement une grosse amende. Mais l'endroit a fermé 6 semaines plus tard, et est devenu un café brunch. Il semble qu'ils aient perdu tous leurs habitués à cause de la règle des 20$ minimum. Pour ma part, je ne bois pas d'alcool et je ne fréquente pas les bars, mais effectivement, un minimum de 20€ quand les boissons sont même pas à 5€, ça paraît excessif. Avec 4 verres minimum à acheter, il y a personne qui est en état de repartir derrière. L'histoire suivante est postée par Asakura.
Cela s'est produit il y a quelques années, lorsque j'avais des vertiges et que je m'évanouissais souvent, de façon aléatoire. Ce problème n'avait pas encore été diagnostiqué par un médecin pourri, mais il s'est résolu tout seul. À cause de ces vertiges, j'hésitais beaucoup à céder ma place dans le train ou le bus, car j'avais peur de tomber et de heurter quelqu'un ou quelque chose. Je me levais quand même si quelqu'un avait l'air d'en avoir besoin et me le demandait poliment, mais je ne le proposais pas. Un jour, je montais dans le train, et une vieille dame portant une canne voulait monter elle aussi. Un monsieur lui a proposé son aide. « Avez-vous besoin d'un coup de main, madame ?»« Non, merci, je n'ai pas besoin de cette canne. » Elle l'a fait tournoyer. « Mais mon mari insiste pour que je l'utilise, au cas où. » Elle monte ensuite dans le train. Je me retrouve dans la même zone que la vieille dame, sur 2 des très rares sièges libres. Après quelques arrêts, une Karen entre. Elle avait la coupe de cheveux, les vêtements et l'attitude. À ce moment-là, tous les sièges sont occupés, et il y a des gens qui se tiennent debout à cause du manque de place. Karen pousse quelques personnes, regarde autour d'elle et s'exclame bruyamment, à personne en particulier. « Personne ne va-t-il offrir sa place à une dame ?» Personne ne répond. Elle fait ensuite le tour, se plaignant au hasard à quelques personnes assises qu'elle a besoin de s'asseoir parce qu'elle est debout depuis plus d'1 heure. Oh l'horreur, essaie de travailler dans les magasins. Et qu'elle a juste besoin de lever ses pieds. Dans un train complet. Ok. Une personne en a assez et lui donne sa place, juste en face de la vieille dame de tout à l'heure. La Karen a maintenant un siège, mais elle n'a toujours pas de place pour poser ses pieds. Elle se plaint à son voisin et à la vieille dame que ces trains sont toujours si étroits et qu'il serait bon que les gens qui n'ont pas besoin de siège les cèdent. La vieille dame génialissime a pris cela comme un signal, s'est levée très lentement et prudemment, a attrapé sa canne et l'a serrée fort et a dit « Vous pouvez prendre mon siège, vos pieds en ont probablement plus besoin. » Elle s'est ensuite éloignée très lentement, en s'appuyant lourdement sur sa canne et en demandant aux gens de bien vouloir s'écarter pour qu'elle puisse passer. Karen a reçu de nombreux regards furieux à ce moment-là, et elle a interpellé la vieille dame. « Vous pouvez continuer à vous asseoir ici, je n'en ai pas tellement besoin. » Ce à quoi la vieille dame a répondu. « Vous venez de dire que vous en aviez vraiment besoin, alors prenez-le. » Et elle s'est dirigée vers le wagon suivant. Karen ne pouvait plus la voir à ce moment-là, mais de mon siège, j'ai pu voir la vieille dame se redresser et ramasser la canne, la faisant tournoyer à nouveau. Je ne pense pas que beaucoup de gens l'aient vue, parce que tout le monde a continué à lancer des regards noirs à Karen jusqu'à ce qu'elle descende à l'arrêt suivant. La vieille dame voulait vraiment donner une leçon à Karen en faisant ce qu'elle demandait et en faisant son âge, faisant passer Karen pour une garce. Depuis, elle est mon héroïne. Cette vieille dame est un génie et cette Karen n'a eu que ce qu'elle méritait. Dans les commentaires, on a une histoire similaire et assez intéressante de Kifferella. Oh mon dieu, j'ai en quelque sorte fait ça, mais pour mon propre compte. Voyez-vous, mes garçons, de jeunes adultes, avaient besoin de faire des courses et je devais aller à la quincaillerie d'à côté. Évidemment, devant l'épicerie, il y a une zone d'arrêt minute, avec des panneaux d'arrêt à chaque extrémité. Je m'arrête brièvement à mon panneau d'arrêt, puis je roule jusqu'à la porte et m'arrête pour laisser sortir les garçons. J'entends le bruit des freins derrière moi et je me rends compte que quelqu'un me suivait trop près et ne faisait pas assez attention. Présumant que je ne laisserai personne sortir, dans la zone désignée pour de telles activités, ils m'ont presque embouti. Ils ont klaxonné et j'ai pu les voir s'agiter et crier dans leur voiture. Une jeune femme. Le type à côté d'elle a l'air malheureux. Les garçons sortent de la voiture et je continue ma route, mais la voiture fait des embardées derrière moi. Je peux la voir dans mon rétroviseur en train de crier et elle a le visage tout rouge. J'arrive au panneau stop avant la quincaillerie et je fais l'arrêt légal de 3 secondes au complet. Toute sa voiture est secouée par sa crise de colère. Elle se gare sur la prochaine place de parking disponible, 2 places plus loin que la mienne. Alors je me gare sur la première place réservée aux handicapés. Je la vois sortir de sa voiture en trombe. Et moi, je vous le jure que je ne suis jamais sorti d'une voiture plus lentement ou avec plus de difficulté pour mettre ma canne en place. Et j'ai pu voir sa rage et son comportement s'effondrer lorsqu'elle a réalisé qu'elle allait être soit une knaze qui a attaqué une femme handicapée, soit se faire botter les fesses par une femme handicapée. Croyez-moi, il est plus probable que ce soit la deuxième. Les cannes sont d'excellentes armes et je suis très courageuse. Et on a une autre très bonne histoire dans les commentaires de Sir Angel.
J'étais en plein divorce et je vivais avec un ami, ce qui m'obligeait à faire 3h30 de bus à l'aller. Je prenais un bus très tôt, à 4h30 du matin. C'était un petit bus et il commençait à être plein. Ce n'est pas un problème, j'étais l'un des premiers à monter. Il y avait 10 arrêts avant mon arrêt, et une petite fille asiatique est montée. Quand je dis petite, je veux dire 5 pieds, ou 1m52 avec ses chaussures. Elle a du mal à s'accrocher à la barre. Je me lève et lui dis « Tiens, prends ma place ». Elle me regarde bêtement. Maintenant, je sais que si elle ne s'assoit pas, quelqu'un le fera. Allez-y, je descends bientôt de toute façon. Elle me regarde encore bêtement. Ok, c'est bruyant, et peut-être qu'elle ne comprend pas. Je la dépose doucement sur le siège. Je suis juste gentil, ce n'est pas grave. Quelques semaines plus tard, j'avais tout oublié. Cette fille me tend un mot, et se précipite hors du bus. Hein ? Quoi ? La note dit « Je veux mieux te connaître, envoie-moi un mail ». Ok, je n'ai pas internet, et je ne pense pas à la bibliothèque. Je suis donc incapable de le faire, et je n'ai aucune idée de qui elle est, ou ce à quoi elle ressemble. Avance rapide de quelques semaines. Elle s'assoit à côté de moi et me demande « Pourquoi tu ne m'as pas envoyé de mail ?» dans un anglais sans accent. « Quoi ? Oh, c'est toi. Je n'ai pas internet. » Regard vide. Elle me tend un bout de papier et j'écris. Elle s'en va. Je sais qu'elle n'est pas sourde parce qu'elle me répond quand on parle. Le lendemain, elle revient avec d'autres questions écrites. J'écris les réponses et je lui rends. C'est quoi ce bazar ? Cela se produit plusieurs fois. Je découvre qu'elle ne parle pratiquement pas anglais et qu'à chaque fois, elle rentre chez elle pour traduire ce que j'ai écrit et chercher les réponses. Puis nous commençons à sortir ensemble. Le reste de l'histoire est éparpillé dans les commentaires, mais cette fille est devenue sa femme. C'est plutôt mignon. L'histoire suivante est postée par Ludwig19. Je suis diabétique de type 1 et j'ai une pompe à insuline. Quand j'étais en 6ème, ma pompe était câblée, c'est-à-dire qu'il y avait un tube qui partait de la pompe, qui ressemblait un peu à un téléphone portable, à moi. Je dois donc prendre de l'insuline après avoir mangé, et j'ai dit explicitement à tous mes professeurs que j'étais diabétique. Ma classe venait de rentrer après le déjeuner, et nous étions en train de lire un livre à haute voix. Ma pompe a émis un petit bip pour me rappeler de prendre de l'insuline après le déjeuner, et j'ai remarqué que la prof m'achetait un regard noir. Mais je l'ai ignoré, et j'ai sorti ma pompe pour administrer de l'insuline. Opi, arrête d'envoyer des textos en classe, tu connais les règles. Apporte ton téléphone à l'avant et rends-toi en retenue. Mon collège avait une politique très stricte d'interdiction des téléphones portables. J'étais sur le point de protester, mais j'ai réalisé que ce serait une excellente occasion pour une petite obéissance malicieuse. Alors, avec un sourire suffisant, je m'approche de l'enseignante avec ma pompe à la main, et elle est encore, littéralement, attachée à moi. Je lui remets ma pompe. « C'est quoi ce cordon ? Pourquoi as-tu une chaîne pour ton portable ?» Je la regarde de façon impassible et je lui réponds « Je suis diabétique et ceci est ma pompe à insuline. » À ce moment-là, son visage devient blanc comme une feuille, et je déclipse ma pompe de mon corps. Une manœuvre un peu difficile parce qu'elle était sur mon bras et légèrement difficile à atteindre. Et je sors de la classe avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, et je vais directement en retenue. Lorsque j'arrive, je dis au surveillant que j'ai été envoyé pour avoir utilisé des appareils électroniques en classe. Avant même que je termine, un élève de ma classe entre et dit que je peux revenir en classe. Et la professeure s'excuse abondamment et ne m'embête plus jamais pour avoir bipé ou utilisé un appareil. Tu m'étonnes qu'un élève soit venu te chercher rapidement. T'imagines, l'enfant qui rentre le soir et qui dit à ses parents « Ah bah le professeur il m'a retiré ma pompe à insuline aujourd'hui !» Le professeur il est viré là derrière, et à mon avis il est pas juste viré, il doit avoir un joli procès aux fesses. L'histoire suivante a été postée par un compte qui a été supprimé. Cela ne m'est pas arrivé à moi, mais à mon père, et c'est l'une de mes histoires préférées qu'il raconte. Il y a quelques années, j'entends par là 2 décennies environ, mon père suivait une formation de plusieurs jours pour obtenir des qualifications supplémentaires dans le cadre de son travail. Le dernier jour, il devait y avoir un questionnaire à choix multiples pour valider le séminaire. Le jour du test, tout le monde s'est installé, et le professeur a annoncé qu'il ne serait pas tendre avec les tricheurs. Vous n'aviez qu'une chance d'être pris en train d'essayer de copier sur quelqu'un d'autre ou d'utiliser une anti-sèche. Mais si vous étiez pris une deuxième fois, vous seriez immédiatement mis à la porte et votre note serait invalidée. Ce professeur était très strict et traitait les travailleurs adultes comme des écoliers indisciplinés. Et mon père n'aimait pas beaucoup cela. Mon père passe donc le QCM et tout se passe plutôt bien. Quand il a fini de répondre aux questions, il n'en reste qu'une où il n'est pas sûr d'avoir bien compris. Et la première tricherie est excusée après tout. Alors mon père crie dans la salle. Il demande simplement « Quelle est la réponse à la question 14 ?»
Un collègue ailleurs dans la salle hurle la réponse. Mon père remplit la feuille, se lève, se dirige vers le bureau du professeur, en essayant vraisemblablement de ne pas trébucher sur la mâchoire du professeur qui gît sur le sol, remet son test et quitte la salle. Le professeur a eu le mérite d'aborder mon père par la suite avec un certain respect. Je ne sais pas s'il a changé sa politique par la suite ou le ton avec lequel il la transmet. Effectivement, c'est une excellente histoire et tu m'étonnes que tu l'adores. L'histoire suivante est postée par Julian VH. L'été dernier, j'ai travaillé comme vendeur de glace sur la plage de ma ville natale. C'est le meilleur travail que j'ai jamais eu. Les gens étaient gentils avec moi. J'ai pu travailler mon bronzage, c'était plutôt bien payé, mais surtout, on avait le droit de manger les délicieuses glaces pendant nos pauses. Un jour, je sers un homme et son fils. L'homme commande un cornet avec 2 boules pour lui et un cornet avec une boule pour le petit. Le gamin n'est pas content et dit à son père qu'il veut aussi 2 boules. Le papa explique que les boules sont assez grosses et qu'une seule lui suffira. Je confirme pour aider le papa, en lui proposant même de la faire très grande. Malgré ça, le gamin ne change pas d'avis. Il commence à piquer une crise de colère et pleure presque en disant qu'il voulait 2 boules. Le père, qui ne veut manifestement pas gâcher l'ambiance des vacances, abandonne et dit à l'enfant qu'il peut avoir 2 boules. Cependant, si tu ne peux pas finir ta glace comme je l'ai dit, plus de télé pour toi, pour le reste des vacances. Le gamin acquiesce joyeusement, affirmant qu'il pourrait manger un bac entier de glace. Grosse erreur, gamin. Moi, en tant que personne mesquine que je suis, j'ai voulu donner une leçon à ce morveux. Je commence par lui donner l'une des boules les plus gigantesques que j'ai jamais faites dans toute ma carrière. Je la dépose sur le cône. L'enfant écarquille les yeux de stupeur. Ma cuillère en reprend. Je vois le gamin trembler d'incrédulité. Je ramasse la 2e boule la plus gigantesque qu'une cuillère à glace puisse ramasser et je l'ajoute gracieusement à la première. Je remets la monstruosité que j'ai créée à l'enfant qui réalise maintenant qu'il ne regardera plus la télévision cet été. Le père avait l'air plutôt cool avec ça. Il m'a même donné un petit pourboire, ce qui était très rare. Dans l'ensemble, c'est une bonne journée. Dommage que le papa ait cédé, mais en même temps je comprends qu'il ait pas envie de gâcher l'ambiance des vacances. Après, Hopi a rattrapé le coup. Il lui a fait une glace tellement énorme que le gosse il devait être content, mais il a dû regretter d'avoir demandé 2 boules. L'histoire suivante est postée par Quixotic Ryan. Je travaillais comme caissier agent de rayon dans une épicerie. Le directeur de notre magasin, Mike, était impénible, et il essayait toujours d'arnaquer les gens. Il y avait un roulement d'employés massif dans ce magasin. Un jour, il m'a convoqué dans son bureau et m'a demandé pourquoi j'avais fait des heures supplémentaires. Je devais normalement travailler de 13h à 22h. Mais le magasin ne fermait pas avant 22h, et je devais compter mon tiroir après. J'ai expliqué cela à Mike, et il s'en est moqué. Il s'est mis à dire que je devais le faire plus tôt, et que je devais partir à 10h pile pour ne pas avoir d'heures supplémentaires. Bien compris, patron. Quelques semaines plus tard, c'est Thanksgiving. Nous avions des caissiers supplémentaires, mais de 20h à 22h, j'étais le seul, à part le directeur, qui fermait le magasin ce jour-là. Vers 21h40, j'ai annoncé que nous allions fermer dans 20 minutes, et que les gens devaient terminer leurs achats pour passer à la caisse. Les gens ont commencé à venir pour passer à la caisse, et leur chariot était plein, puisque c'était presque Thanksgiving. Je m'apprête à encaisser tout le monde, mais l'horloge indique 22h. Je m'arrête au milieu de ma transaction. J'appelle Mike sur le téléphone du magasin, et je lui dis que je pars, puisque je ne peux pas faire d'heures supplémentaires. Je me dirige ensuite vers la sortie du magasin. Il y a encore 6 ou 7 clients, avec des chariots pleins dans la file d'attente à ce moment-là. Mike s'approche et me crie dessus pendant que je m'en vais. Mais je lui rappelle qu'il m'a spécifiquement dit que je ne pouvais faire aucune heure supplémentaire. Quand je suis arrivé au travail le lendemain, il m'a écrit un avertissement. Mais cela en valait la peine. Apparemment, il a passé les 30 à 45 minutes suivantes à encaisser les gens. Et Hopi nous poste un petit edit. Je n'ai pas travaillé dans ce magasin depuis presque 7 ans. Je suis enseignant maintenant. Alors, heureusement, je n'ai plus affaire à des clients. Je n'ai affaire qu'à des parents complètement fous. L'histoire suivante est postée par Moonfire95. Je travaille à une pizzeria qui a ouvert ses portes l'année dernière en novembre. Et pas plus tard qu'hier, il m'est arrivé ceci. Les personnages sont la reine des sorcières, le manager et moi-même. Passons maintenant à l'histoire. Cette semaine, nous avons une offre en ligne où tu as les pizzas à moitié prix sur toutes celles que tu commandes. Et nous n'étions pas très occupés ce soir, alors j'étais sur le point de partir 3 heures plus tôt.
Mais j'ai décidé de servir un dernier client qui est entré après que j'ai reçu mes pourboires, mais avant que je ne pointe pour partir. Petite anecdote, mon manager était derrière moi à la table de découpe et découpait les 4 dernières pizzas pour cette commande. Bonjour, vous êtes là pour prendre la commande ? Oui, c'est ça. J'ai commandé en ligne. D'accord. Quel nom figure sur la commande ? Karen. Ok, ça fera tant. Vous payez en liquide ou par carte ? Quoi ? Pourquoi c'est si cher ? Je croyais que tout était à moitié prix. Je suis désolé madame, il n'y a que les pizzas qui sont à moitié prix. Nous faisons quelques échanges avec elle pour essayer de faire baisser le prix, mais elle finit par exiger. Alors faites-moi bénéficier de la réduction pour les employés. Je souris, car je sais que cela ne ferait qu'augmenter le prix de la commande. D'accord, mais je vais devoir enlever toutes les autres réductions pour la mettre. Elle sourit comme si elle venait de gagner un prix. Allez-y, enlevez-les. J'enlève la réduction pour sa commande en ligne, et je lui fais mon propre sourire en disant « Ça fera encore plus cher. Vous payez en liquide ou par carte ?» Quoi ? Pourquoi est-ce plus cher ? Passez-moi votre manager. Le manager termine la dernière pizza et vient autour de la grille chauffante. Je suis le gérant et j'ai écouté tout ce qui a été dit. Pour dire à quel point cette femme était bruyante, parce que le four fonctionne tout le temps et qu'il est assez bruyant quand on est juste à côté. Il suffit de dire que la femme a fini par payer le prix le plus cher. Quand tu lis pas correctement une promotion et que le fait que tu l'aies mal lu, c'est la faute des employés. Tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça chez certaines personnes. En tout cas, bien fait pour elle. L'histoire suivante est postée par Vongolaskai. J'avais tout au plus 13 ans, et mon frère a 3 ans de plus que moi. Je me suis réveillé un matin avec mon frère en train de souffler et de beugler, et d'être généralement un abruti. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte qu'il s'était enfermé à l'extérieur de sa chambre. J'ai proposé de l'aider, mais dès que je l'ai fait, il s'est retourné et m'a dit d'aller me faire voir. Oh, d'accord, bien sûr. Je suis allé dans la cuisine et j'ai pris mon petit déjeuner, mangeant lentement et regardant le spectacle. Mon frère sort de sa chambre, va à l'arrière de la maison par la porte arrière, tourne en rond dehors pour se battre avec sa fenêtre, puis va à l'avant de la maison, entre par la porte d'entrée et fait à nouveau les 100 pas devant sa porte. Il a beau essayer, il n'arrive pas à entrer. Tu es sûr que tu ne veux pas d'aide ? Va te faire cuire à neuf ! Je vais dans le salon et je démarre sa PlayStation, qu'il a laissée dans le salon, et je joue à ses jeux pendant quelques heures. Il est tellement préoccupé par ses allers-retours à l'extérieur, autour et à travers la maison, par la porte de derrière et celle de devant, qu'il ne le remarque même pas. À l'heure du déjeuner, je lui demande s'il est absolument certain de ne pas vouloir d'aide. Une fois de plus, j'ai le droit à une flopée de jurons. Je retourne donc à l'intérieur, je me prépare un sandwich, je prends un verre de jus d'orange et je retourne dehors pour m'asseoir sur le capot de la voiture et le regarder faire ses allers-retours et se débattre avec la fenêtre. Je savoure mon déjeuner et retourne à l'intérieur pour jouer à d'autres jeux. Quelques heures plus tard, le soleil se couche. J'ai eu ma dose de jeu et je sors pour voir comment il va. Il se tient debout, vaincu, regardant impuissant sa fenêtre, comme si elle l'avait trahi. « Alors, comment ça va ? T'as réussi à rentrer ?» Il n'entend pas le sarcasme. On dirait qu'il est sur le point de pleurer. « Non, écoute, je suis désolé de t'avoir crié dessus tout à l'heure, mais je suis enfermé dehors. » Je lui donne une tape réconfortante sur le bras et j'acquiesce. « Oui, j'ai entendu. Tu veux que je t'aide ? Je ne sais pas ce que tu pourrais faire, mais oui, j'ai tout essayé. Merci quand même. » « Oh, y a pas de problème. Mais tu as déjà essayé ceci ? » J'ai tiré le haut de sa fenêtre vers le bas, là où il essayait de la remonter depuis tout ce temps. La maison est vieille, et les fenêtres ont été repeintes de nombreuses fois, à tel point que tout le monde, sauf moi, a oublié qu'il fut un temps où l'on pouvait ouvrir les fenêtres par le haut, même si elles étaient verrouillées de l'intérieur. L'expression de son visage lorsque je suis parti me fait regretter de ne pas avoir porté de lunettes de soleil ou d'être parti en me polissant les ongles sur ma chemise. 20 ans se sont écoulés depuis, et ce décrochage de mâchoire était si satisfaisant qu'il me fait encore sourire aujourd'hui. J'ai attendu mes excuses toute la journée, et bon sang ça m'a fait du bien quand je les ai enfin reçues. Et c'est ballot pour lui. Comme quoi, parfois être gentil, ça coûte pas grand chose, et ça peut s'avérer très utile. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner, n'oubliez pas la cloche, et à partager autour de vous pour soutenir la chaîne et m'aider à la faire grandir. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.